Si les débuts de saison sont toujours mes moments préférés, avec le milieu et la fin de saison, c'est notamment parce qu'il y a un grand écart entre notre envie de lire la saison et le recul qu'on a réellement. On a passé un long hiver à spéculer, donc on se saisit des premiers tours de roue pour infirmer ou affirmer nos théories, sauf qu'on a vu que 8% du spectacle total. Sur Twitter, je vous ai donc demandé vos meilleures conclusions hâtives de ce début de saison, et à la manière de ce que fait Trash Talk en NBA, je vais donc les décortiquer pour dire à quel point elles sont véridiques ou non. Abonne-toi si tu veux me donner de la force, et on est parti. Première conclusion, bravo à Red Bull et Verstappen qui ont déjà plié les deux championnats et qui vont en plus écraser tous les records pour signer la saison la plus dominante de tous les temps. Bon, c'est clairement la chose qui ressort après ces deux premiers Grands Prix, deux doublés en deux courses, un rythme mis en pause à Bahreïn où ils tournaient à 8 dixièmes de leur potentiel, une deuxième partie de course violente pour les autres à Jeddah, un podium aisément récupéré même lorsqu'ils partent 15e, déjà 49 points d'avance aux constructeurs. Oui, la saison sera longue, oui, il va y avoir beaucoup d'évolutions, oui, Red Bull peut moins développer que les autres, parce qu'elle a moins de temps en soufflerie, oui, il y a déjà eu des grands retournements de situation en Formule 1, oui, Ferrari avait aussi 49 points d'avance la saison dernière, oui, les aléas techniques et mécaniques rendent impossible la prévision sur les 21 prochaines courses, oui, mais là quand même, c'est différent. Leur avance monstrueuse, parce que c'est le mot, elle leur donne une marge folle. Il va falloir un développement record pour ne serait-ce que revenir à leur hauteur, et pendant ce laps de temps, si tant est que ce soit possible, eux, ils vont engranger les points, et ils vont aussi développer. Il semble donc impossible d'aller les chercher, même sur 23 Grands Prix, et déjà réussir à leur shipper une victoire à la régulière d'ici à la fin de saison, ça serait selon moi un exploit, vu l'avance avec laquelle ils démarrent, qui est assez inédite. Donc, on va pas se mentir, pour ce qui est d'un championnat constructeur déjà plié, je mets 9 sur 10 de crédibilité. J'ai un peu de mal à voir comment ils vont le perdre et peut-être que je vais manger mon chapeau, mais à l'heure actuelle, c'est impossible. Pour ce qui est de gagner toutes les courses, là par contre, je dis non, personne ne l'a jamais fait, même McLaren en 88 en avait laissé une à Monza. Par contre, pour aller chercher le record de victoire sur une saison, qui est à 19, réalisé par Mercedes en 2016, franchement, il semble bien parti, parce que perdre 4 fois, il va quand même falloir qu'il se passe des choses. Concernant le titre de Verstappen, je vais être un chouïa plus prudent parce que personne n'est largué déjà en termes de points. Alonso, si Aston développe, il peut devenir un candidat. Les Mercedes au final, elles sont pas si loin. S'il y a une bonne voiture B, ça peut jouer. Mais on va quand même se diriger sur un duel face à Perez. Et même s'il a été excellent le week-end dernier, que j'imagine Red Bull laisser plus faire vu leur marge sur les autres, et qu'il a de quoi jouer sa carte, eh bien, je ne l'imagine pas battre Verstappen, son coéquipier, son numéro 1, sur 23 courses d'un championnat. Je ne peux pas le penser. On rajoute à ça un développement qui va généralement dans le sens de Max et une aisance plus naturelle avec tous les éléments côté néerlandais qui est déjà double champion du monde. Bref, il a de l'avance sur les autres, je vois Red Bull dominer jusqu'à la fin, je le pense meilleur que Perez. Donc ouais, 8,5 sur 10 pour un titre déjà plié pour Max Verstappen. Conclusion numéro 2, la saison sera chiante, ça va être nul. Bon, déjà faudrait qu'on définisse ce qu'on entend par chiant en Formule 1 et je vais rappeler une nouvelle fois qu'à la base c'est une compétition automobile, pas un spectacle, donc la qualité et notre intérêt ça passe au second plan. Moi perso ce qui m'intéresse dans la Formule 1 c'est la compétition entre les pilotes et les monoplaces, pas forcément ce qui est produit chaque dimanche en piste en termes de rebondissement. Mais oui, je vous accorde qu'avec deux titres qui, on vient de le dire, semblent déjà plutôt bien dessinés au bout de deux courses et une écurie qui a une marge folle, ce qui du coup risque de nous rendre les luttes pour les victoires les dimanches assez fades, ouais, on perd un certain gros intérêt dans la saison. Mais bon, vous me connaissez, je vais nuancer, déjà parce qu'un Grand Prix de Formule 1, c'est toujours intéressant. C'est comme ça, c'est l'essence de notre sport. Et puis, on n'est jamais à l'abri de rebondissements. On le sait, une saison de Formule 1 n'est jamais limpide de A à Z sur et en dehors de la piste. Surtout qu'on a plein de choses à observer cette année et que même si Red Bull et Max dominent, il y aura plein de choses à dire et à voir.
On a le trouble fait Aston Martin qui anime la saison et dont l'avenir est intrigant. On ne sait pas comment les uns et les autres vont développer, où ils seront dans 5, 10 et 20 courses. La bataille pour les places 2 à 4 du constructeur s'annonce serrée, avec notamment deux géants en espèce de petite crise qu'il va falloir surveiller parce que ça pourrait avoir de grandes implications. On a Alpine qui a pas mal de choses à prouver avec un duo français. On a des voitures B qui vont peut-être arriver dès le retour en Europe et nous changer peut-être la face de la saison. On a aussi une F1,5 dans la deuxième partie de tableau qui est complètement folle et ultra resserrée à suivre tous les week-ends. Bref, impossible de caricaturer au point de dire que la saison sera chiante. 4 sur 10. Désolé, moi la F1, c'est pas pour ça que je la regarde. Et conclusion hâtive numéro 3, ça y est, c'est sûr, ça va mal finir entre Lewis Hamilton et Mercedes dès cette saison. Oh, celle-là, elle est belle, elle est croustillante et elle peut nous mettre le feu au paddock. En vrai, ça découle de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, avec un Lewis qui tire sur son équipe, il estime ne pas avoir été écouté, il avait une attitude assez défaitiste et acerbe à Jeddah, il est touché par le fait de ne pas pouvoir jouer le titre une deuxième année consécutive. Bref, il y a une cassure entre lui et Mercedes au global, ça se sent, ça se voit. Je ne parlerai pas ici de son niveau sportif, car bien que j'estime que Russell fasse un meilleur début de saison et soit en train de marquer des gros points en interne, le petit coup de mou de Lewis, qui reste largement acceptable, vient selon moi avant tout du fait qu'il y a une déconnexion avec la voiture, il ne lui fait pas confiance, et il y a aussi une motivation moindre, et c'est normal quand tu as connu les succès comme il en a connu. Le jour où Mercedes va lui mettre entre les mains une voiture qui peut jouer la victoire, je n'ai aucun doute sur son niveau d'implication et son niveau sportif, mais la question c'est entre-temps, toute cette période de critique, de désaccord, de froid et d'ennui de la part du champion qui n'a pas la voiture à sa mesure, eh bien elle est en train d'abîmer sa relation. La question c'est donc jusqu'à quel point va-t-on atteindre le moment irréversible où il aura perdu l'appui en interne? Ou bien à l'inverse, est-ce lui qui va tout lâcher en voyant le retard sur Red Bull et en se lassant d'une Formule 1 qu'il connaît depuis 17 ans? Il écume le monde, il en a peut-être marre de tout ce rituel et surtout une F1 qui ne lui apporte plus de bonheur depuis novembre 2021. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pas encore, mais c'est clairement ce qui est en train de couver. La situation Hamilton-Mercedes, c'est comme une quinte de toux qu'on laisse dégénérer et qui se transforme en angine. C'est ce qui m'arrive. Hamilton reste Hamilton, donc jamais Mercedes ne le lâchera. Mais la prolongation de contrat tarde à se concrétiser et on sent de l'agacement dans les deux cas. On va savoir si c'est réellement grave pour moi au moment de l'introduction de la voiture B. À ce moment-là, Hamilton va être naturellement plus enclin à faire des efforts. Il va revenir plus proche de son team. Non pas qu'il en soit déconnecté aujourd'hui, ne le faisons pas passer pour une diva, qu'il est quand même un peu sous certains angles, mais là, actuellement, il y a un froid incontestable. Dès qu'il va voir la nouvelle voiture, il va avoir envie de se remettre à 1000%. Et là, on va voir si l'équipe a toujours le feeling pour travailler avec lui, elle qui travaille mieux avec George depuis, je vais dire un truc genre 6-8 mois. On va voir si ce qui faisait leur force, c'est-à-dire leur combinaison machine, homme, pilote, fonctionne toujours autant. Pour l'instant, c'est le flou. Et dans un deuxième temps, on verra le niveau de cette nouvelle voiture et Hamilton va estimer de lui-même s'ils peuvent revenir sur Red Bull, si oui, en combien de temps, et donc de ça découlera son implication dans le projet et dans la Formule 1. Hamilton et Mercedes, c'est fini, je dis donc non, clairement pas encore, mais il y a tous les ingrédients pour que ça pète à un moment donné dans l'année si tout ne se remet pas dans l'ordre. 5 sur 10. Conclusione numéro 4, Ferrari est parti pour une saison blanche. Ou qu'il est pas beau le début de saison des Rouges. Une fiabilité qui fait peur alors que c'était le grand chantier de l'hiver, un retard concédé sur Red Bull, une vitesse de pointe retrouvée mais au détriment des autres qualités de la voiture, une incapacité à faire fonctionner les gommes, un Sainz en galère et donc une sanction qui tombe, 4ème au général, après un relais abyssal sur les pneus hard à Jeddah. On rajoute à ça toutes les rumeurs venant d'Italie et ce gros bazar interne, bref, les débuts de Vasseur sont coton. Mais ça, quelque part, sur le truc interne, on s'y attendait. On savait que la Scuderia avait besoin de bien plus que simplement remplacer un Binotto qui, oui, était fautif, mais n'était pas responsable de tout ça. Elle a besoin d'un changement de philosophie et d'un nettoyage profond.
En plus, Vasseur n'a pas participé à la création de la SF23, dont l'un des artisans a claqué la porte la semaine dernière, bonne ambiance. Il lui faut donc du temps pour comprendre le fonctionnement de l'équipe et connaître tout le monde afin de tirer des constats et ensuite de proposer des solutions. Personne n'est magicien, surtout quand il s'agit de redresser le cheval cambré. Cabré. Maintenant, j'ai envie de dire que les tumultes de la presse italienne lui donnent l'occasion d'affirmer son autorité et de faire le ménage dans une institution qui, selon moi, est gangrénée par l'apathie et par les luttes de pouvoir depuis 20 ans. Je ne m'étale pas plus que ça parce que pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a à dire selon moi sous la Scuderia et on aura l'occasion de l'observer au fil de la saison. Sportivement, il faut le régler une SF23 moribonde pour aller récupérer la deuxième place du constructeur tout en installant les fondations de l'ère Vasseur en interne. Donc oui, année de transition très largement. Pour ce qui est de la saison blanche, ça va dépendre d'abord de Red Bull, s'ils sont intouchables potentiellement, et ensuite des capacités de la Scuderia à faire mieux qu'Aston et Mercedes à la longue, et le jour J d'être présent. C'est compliqué, j'avoue que là d'instinct, 0 victoire pour Ferrari, je mets un beau 6 sur 10. En tout cas, amis tifosi, rendez-vous en 2024, on ne jouera rien de sérieux avant. Charles, on t'embrasse. Allez, dernière grosse conclusion hâtive, McLaren va droit dans le mur, Norris va se barrer et Piastri est meilleur. Bon, ça fait 3 en 1, on a du boulot. Concernant le bilan de l'équipe après 2 courses, c'est évidemment consternant et on est déjà sur un échec pour ce qui est de se rapprocher des top teams. Encore une année où McLaren ne sera pas parvenu à casser son plafond de verre. Il va même falloir cravacher pour rester au niveau habituel. C'est l'inverse de ce qu'on souhaitait. Être dernier au bout de 2 courses et avoir connu autant de soucis mécaniques et techniques et sur la piste et en dehors, c'est évidemment une grosse catastrophe, mais j'ai envie de nuancer un petit peu en disant qu'on va mettre Bahreïn de côté et que la voiture vaut mieux que ça. À Jeddah, sans la touchette de Norris en Q1 et sans l'aileron envolé qui a endommagé les 2 voitures dans le premier tour, je pense qu'ils auraient pu marquer des points et que voilà, ils peuvent être les leaders de cette F1.5 devant les Haas, les AlphaTauri, les Williams, etc. Je tempère donc sur la catastrophe en 2023, c'est pas bon, c'est mauvais, ça va être loin du compte, mais à la longue ils ont les moyens pour revenir 6ème voire 5ème du constructeur, on verra. Par contre, sur l'état du projet à moyen long terme, je plus sois. J'ai passé mon hiver à tirer les sonnettes d'alarme, donc là, ces débuts totalement ratés et l'ambiance morose au sein de l'écurie, ouais, ça me fait mettre un bon 8 sur 10 sur le fait que McLaren, en l'état, ne pourra jamais briser son plafond de verre. Concernant Lando, là aussi on en revient à la discussion du mois de février. Qu'il ait envie de se barrer à un moment donné ou un autre, voire dès maintenant, ça me paraît tout à fait logique et plausible, très probable, c'est peut-être même déjà le cas, mais la question c'est où ? Je ne vois pas les portes de Red Bull, Mercedes, Aston ou Ferrari s'ouvrir pour l'instant, d'autant qu'avec ces 2 premiers Grands Prix, sa cote n'est pas au beau fixe. S'il continue d'être un petit peu déprimé et déprimant, il ne va convaincre personne de sortir le chéquier. Donc je vais pour l'instant rester là sur Norris, la situation elle me semble très claire, mais tant que le mercato ne se décante pas devant lui, il n'ira nulle part. Et puis enfin, concernant Piastri, bah ouais, il est déjà dans le rythme de son coéquipier. La Q3 à Jeddah était vraiment splendide, et ça montre tout son talent. Il n'a pas connu de difficultés pour s'adapter. Il est sur la lancée de ce qu'avaient fait Leclerc et Russell à leur arrivée en Formule 1. Vraiment, il suit le destin pour l'instant de ces 2 pilotes. Après, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il est meilleur que Norris là actuellement, c'est pas exactement le cas, et en plus on a un Lando, on pourra s'accorder sur ça, qui est en petite forme. Surtout, c'est pas sur cet échantillon minuscule et selon moi un petit peu tronqué qu'on va juger le duel, on va attendre. Par contre, en revanche, ce qui est clair, c'est qu'il est là, il va le bousculer. Oscar, après 2 Grands Prix, est déjà capable de rentrer dans cette conversation, c'est très fort. En plus, je trouve que sa discrétion en fait un adversaire redoutable. Il a vraiment un instinct de tueur et je le trouve très intelligent, j'adore son approche. Donc, au final, un Piastri trouble-fête dès maintenant pour Norris. Ouais, je mets 8,5 sur 10, j'y crois. On y est, il y a un beau duel qui couve chez les Oranges. Sur ce, je vous remercie, je vous réinvite à mettre un petit like et un petit abonnement si mon travail vous plaît et que vous voulez soutenir la chaîne. Je vous souhaite un excellent week-end qui arrive, même s'il n'y a pas de Formule 1.
On se retrouve la semaine prochaine pour un week-end 100% australien. Vous allez voir avec un nouveau concept qui arrive et que j'ai très hâte de vous montrer. Mais on se quitte bien évidemment avec votre ami Enzo Ferrari qui lui aussi a sa conclusion hâtive du début de saison. Pour lui, Mattia Binotto va revenir en Formule 1 dans une écurie l'année prochaine et prouver qu'il est le meilleur team principal de la grille. À bientôt.